Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Donc je dirais que ce frein, c'est vraiment quelque chose de très important. On parle de transformation d'un hôtelier. C'est ce qu'a fait aussi Berostar avec Wave of Change, c'est vraiment d'impliquer l'ensemble des parties prenantes internes et externes. Donc leur chaîne logistique, les collectivités locales dans lesquelles ils opèrent. C'est de dire, ok, on a une activité touristique qui contribue économiquement, qui a un impact. Voilà les enjeux. Ceux qui ne sont pas formés peuvent se former, prendre conscience des enjeux. Et à partir du moment où on fait ça, les choses vont beaucoup plus vite. Comme l'a dit très justement Justine, que ce soit les normes ou les règles, sont faites par des humains. Et si on change le cadre, et si on change la vision de ce que doit être une activité touristique, quel est l'objectif de l'activité touristique ? Est-ce que c'est de donner à disposition un produit à consommer ? Venir consommer son mode de vie en tout inclusif avec mettons au bord de la piscine, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est vivre une expérience, expérimenter, contribuer positivement ? Donc c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais cette prise de conscience, cette formation, que ce soit des clients, des opérateurs et des parties prenantes qui gravitent autour des opérations d'un hôtel, d'un transporteur, d'un tour opérateur, pour moi c'est vraiment le frein qu'on doit dépasser. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Justine, bonjour Fabrice. Merci bonjour d'avoir accepté l'invitation sur le podcast Expérientiel. Comment ça va aujourd'hui ? Écoute, ça va, comme un lundi. Comme un lundi, ouais. Et toi Fabrice ? Ça va très bien, comme un lundi. On reprend la semaine avec plein de projets super sympas. Donc on s'ennuie pas, donc c'est bien. Bon, super. Alors ces projets tournent autour d'un sujet qui vous tient vraiment à cœur, c'est l'économie circulaire. Et donc ce que je propose, c'est déjà peut-être de vous présenter l'un et l'autre. Et honneur aux dames. Justine, qui es-tu ? Que fais-tu ? Super, merci François. Alors, qui suis-je ? Donc moi, je suis Justine Laurent. J'habite à Paris et j'ai la chance de co-diriger Circulab aux côtés de Brieux Safré et de mon super collègue Fabrice Saurin, ici présent. Et Circulab, je pourrais revenir après sur ce que c'est, mais du coup, en quelques mots, je travaille sur les sujets de l'économie circulaire et régénérative en tant que coach, que formatrice et également que consultante avec une grosse composante en intelligence collective, donc facilitation et animation de concertation et d'ateliers. Et je suis aussi responsable pédagogique d'une chaire économie circulaire à l'ESSEC. Voilà, t'es bien occupée. Ça va. Ça va ? Mais on a heureusement la chance d'avoir ces super moments de respiration pour enregistrer des podcasts. Bon, c'est super. Donc, toi, tu es super occupé. Ça veut dire que Fabrice, lui, par contre, il est plutôt relax. Voilà, c'est ça ? Exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Très bonne introduction. Pour continuer, donc Fabrice, moi je suis en charge de la Circulab Academy, qui est une de nos 3 activités chez Circulab. On fait de la formation, du conseil, du design, et Justine reviendra sur ça juste après. Moi j'ai un parcours à l'international, beaucoup dans le tourisme, donc c'est une industrie que je connais bien. J'ai fait un pivot à partir de 2016 pour monter en compétence sur les problématiques de développement durable et puis d'économie circulaire.
en validant un MBA d'économie circulaire à l'université de Bradford. Et puis depuis, je publie sur ces problématiques-là et au sens large sur les industries de services et l'économie circulaire. Et dans le cadre de l'académie, on crée et délivre des formations sur les sujets d'économie circulaire, de business design et d'économie régénérative. Très bien. Alors, c'est quoi exactement l'économie circulaire? Ça veut dire quoi? Après, on pourra peut-être parler un peu de l'économie régénérative, mais là, c'est quoi exactement l'économie circulaire, Justine? Alors l'économie circulaire, c'est un nouveau paradigme, qui se construit en opposition à l'économie linéaire. Donc déjà pour comprendre ce nouveau modèle économique, c'est important d'avoir, ce schéma en tête. Dans l'économie linéaire, on a un modèle, rationnel de consommation de ressources pour, produire des biens ou des services, qu'on délivre, souvent avec un usage court, et ce qui va, avoir aussi des répercussions tout au long de la phase de conception, de fabrication, d'utilisation, mais aussi beaucoup en fin de vie. Et du coup, des conséquences sur les écosystèmes qui nous entourent, que ce soit les écosystèmes naturels, humains, vivants, les territoires, donc de la génération de déchets, des émissions de pollution, mais également des impacts d'un point de vue social, comme le les droits de l'homme, le travail, et cetera. Donc ça, c'est l'économie linéaire. C'est le modèle dans lequel la majorité des modèles économiques s'inscrivent aujourd'hui. Et l'économie circulaire a pour mission d'inverser, en fait, et de repenser la création de valeur pour faire en sorte de s'inscrire positivement dans les écosystèmes naturels et du coup de favoriser plutôt la prospérité. Donc de manière un petit peu plus concrète, ça veut dire concevoir des produits, des services qui répondent à des besoins idéalement essentiels, se nourrir, se déplacer, autour de la culture, de l'éducation, etc. Tout type, ou voyager, enfin voilà, et répondre à ces besoins dans une logique de sobriété de ressources, donc en mobilisant les ressources abondamment disponibles localement, donc déjà disponibles sur les territoires, au sein de l'entreprise ou alors chez les partenaires, des ressources, que ce soit des compétences, des ressources techniques, comme je sais pas moi, des flux logistiques, comme des bâtiments, des choses comme ça. Également d'allonger la durée d'usage. Ça veut dire tout ce qu'on a en circulation, les biens qu'on a en circulation, mais aussi la donnée, etc. Faire en sorte qu'ils soient utilisés le mieux possible et le plus longtemps possible, donc qu'on n'ait rien d'inutilisé. Et enfin, faire en sorte que en bout de chaîne, on permette de régénérer tout ce qu'on va utiliser, donc de créer plus d'impact positif que d'impact négatif. Et donc du coup, c'est un modèle qui va nous permettre d'avoir une création de valeur qui n'est pas uniquement économique, mais qui va être aussi sociale et environnementale, puisque non seulement on a des modèles économiques qui vont être viables, ça veut dire que économiquement ça a du sens et que c'est viable. Mais en plus de ça, on va pouvoir recréer du lien social, on va pouvoir relocaliser des emplois, maintenir des savoir-faire, des compétences, et puis surtout réduire significativement la production de déchets et tous les impacts qui en découlent. Voilà l'économie circulaire, la manière en tout cas dont Circulab l'approche. Justine, donc ce genre de modèle économique, c'est un modèle économique qui peut s'appliquer dans n'importe quel secteur d'activité? Alors oui, ça peut s'appliquer dans dans n'importe quel secteur, dans la mesure où l'économie linéaire s'applique dans n'importe quel secteur, avec un mode de pensée assez rationnel. Après, ce qui est évident, c'est qu'il y a des secteurs dans lesquels ce sera plus ou moins facile d'intégrer cette composante utilisation de ressources, parce qu'évidemment, quand on est dans l'industrie, on fait facilement le lien entre finalement les ressources qu'on utilise, ce qu'on va produire, ce qu'on met sur le marché et les déchets générés. Mais dans l'industrie de services, où on va avoir des choses plus intangibles, ça peut être plus difficile
de facilement identifier cette consommation de ressources, mais elle est tout aussi importante, voire encore plus, parce que justement, vu qu'on en a moins conscience, on va utiliser encore plus de ressources. Et du coup, ces ressources, ça peut être de la donnée, ça peut être des espaces sols, ça peut être de l'espace, ça peut être de la ressource humaine, ça peut être plein de choses. Donc voilà, donc ça concerne tous les secteurs, même si parfois c'est plus difficile on va dire, de débuter. Et puis par ailleurs, dans les choses qu'on va mettre en place, on va pas agir au même niveau. C'est-à-dire que sur certaines industries, sur certains secteurs comme l'industrie, on va agir beaucoup au niveau des process, en amont, mais aussi évidemment en fin de vie. Par exemple, l'industrie de services, on va pouvoir agir beaucoup au niveau de l'usage. Si je reviens de nouveau à des choses d'actualité, tout ce qui tourne autour du digital, ça va être sur quelle est la distance que parcourt la donnée, à quel point ça nécessite d'énergie, est-ce que ça répond réellement à un besoin, est-ce que voilà. Et puis après, évidemment, Fabrice reviendra sur le sujet du tourisme. Voilà, disons que voilà, c'est les éléments de réponse. Merci. Alors Fabrice, comment on peut appliquer justement l'économie circulaire dans le tourisme ? C'est la softball question, la question facile, c'est ça. Alors, avant d'apporter des éléments de réponse, important peut-être pour compléter la définition, l'économie circulaire, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est un concept. Les sociétés pré-industrielles étaient circulaires. Voilà. Donc le concept d'économie circulaire, comme l'a expliqué, une interprétation qui est la nôtre, mais pas que, bien entendu, de l'économie circulaire et régénérative. Il y a différentes interprétations. Pour faire assez simple, il y a deux grandes directions. Là, ce qu'on appelle la circularité des flux matières, où on va aller essayer de réduire les impacts en optimisant la durée de vie des flux matières. Et puis il y a l'approche systémique que nous on défend ici chez Circulab, qui est de prendre conscience des limites écosystémiques, dont on opère tous dans les limites écosystémiques, et en conséquence de quoi on doit dessiner des services, des produits, des modèles d'affaires, des industries, des organisations de consommation-production qui respectent ces limites. Et c'est là où le tourisme est très intéressant, puisque le tourisme, c'est réellement c'est du design de territoire, quelque part. On a un territoire donné, avec des limites sociales, environnementales, économiques. Quand on parle de limites, on parle de limites basses et hautes, donc un plancher et un plafond. Et l'idée de déployer une économie circulaire, si on l'applique au tourisme, c'est de se poser la question, comment est-ce que le tourisme peut être ce liant qui va faire qu'un territoire, par le biais des activités touristiques, va pouvoir être optimisé et contribuer à la régénération du territoire, régénération de l'espace naturel, biologique, mais aussi de l'espace social, culturel et économique. Donc c'est important de poser ce postulat pour essayer de répondre à la question. Comment développer, implémenter l'économie circulaire en tourisme, ça va dépendre beaucoup des acteurs. On peut prendre deux grandes catégories d'acteurs. Donc, si on prend les acteurs qui opèrent beaucoup d'actifs tangibles, je pense par exemple aux transporteurs, mais là, on va pouvoir appliquer toutes les créations de valeur qu'on a dans des industries qui dealent avec des actifs tangibles. Donc ça va être jouer sur l'énergie, jouer sur le taux de matériaux vierges contre le taux de matériaux avec une deuxième vie, troisième vie qui sont utilisés dans la production d'un actif. On peut penser à un car pour les voyages de groupe par exemple. Donc ça va être un angle, on va pouvoir vraiment jouer sur ça, sur l'intensité matière, donc essayer de réduire le pourcentage de matériaux vierges et d'énergie qui viennent dans la production des actifs tangibles, que ce soit un hôtel, un moyen de transport. Et bien entendu, on va jouer également sur l'énergie. Donc, sur ces actifs tangibles, ça va être vraiment de jouer sur l'aspect achat et sur l'aspect innovation, substitution des matériaux. Après, sur le reste de l'industrie, quand on prend toute la distribution, donc les activités qui opèrent beaucoup moins d'actifs tangibles mais bien intangibles, que ce soit les distributeurs, les tours opérateurs, les DMC, là c'est une question plus de sens à l'activité. Je reviens à la notion de système. Faire la promotion d'une destination quand on est un CRT, une DMC ou un tour opérateur du côté privé,
La question à se poser, c'est la destination qu'on va vendre, comment la considère-t-on? Est-ce que c'est une commodité qui est là pour être exploitée, vendre le plus comment apporter le plus de visiteurs possible, ou est-ce qu'on prend une approche où on va dire ok, on a conscience des limites, on veut que cette destination soit viable sur le long terme, en conséquence de quoi on va changer la façon euh, dont on fait la promotion et dont on vend et dont on définit l'expérience touristique. Et c'est peut-être l'approche qui est la plus compliquée pour l'industrie en général, sachant que l'industrie à l'heure actuelle, c'est quand même 10% de l'emploi mondial, 10% du PIB, est basée sur cette notion d'exploiter une destination, les ressources d'une destination, sans prendre réellement en compte la viabilité à long terme de la destination. Et quand on parle de destination, on parle bien de l'infrastructure technique qui est autour, les systèmes de gestion des déchets, l'eau, les routes. Et on parle de l'aspect naturel, donc la biodiversité qu'il y a sur place, puis aussi l'aspect culturel. Donc il y a vraiment ces deux angles à considérer et c'est peut-être la complexité pour l'industrie touristique de réaliser où sont les opportunités. Mais je trouve qu'en ayant deux catégories entre les actifs tangibles, les opérateurs d'actifs tangibles et les opérateurs intangibles, ça aide à pouvoir prendre conscience de là où on peut créer de la valeur, sachant que les deux ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Donc, par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, Fabrice, est-ce que tu as des exemples concrets, justement, d'acteurs du tourisme qui se sont engagés dans une démarche d'économie circulaire et régénérative? Ouais, alors deux exemples. Je vais prendre deux exemples d'opérateurs hôteliers. Un, ça va être la marque Greet de Accor. Donc là, on peut dire qu'on est sur la typologie d'actifs tangibles. Et la marque Greet, c'est l'idée, le concept est de dire voilà, développons une offre d'hébergement qui a le moins d'impact possible sur le territoire dans lequel elle opère, à savoir l'angle principal pris, ça a été de dire on va utiliser des matériaux qui sont locaux, qui sont de seconde vie. Donc on va faire de l'upcycling, on va faire du mobilier dans l'hôtel qui va être récupéré. On va pas aller chercher des matériaux vierges pour aller venir équiper notre hôtel. Il y a aussi un processus qui est de dire essayons d'intégrer le plus possible l'hôtel avec la vie sociale et culturelle locale. Donc ça c'est un premier exemple qui va être assez ancré. Réduisons l'impact en essayant de l'optimiser peut-être à la marge pour l'instant. Un autre exemple qui est beaucoup plus conséquent et qui est peut-être le meilleur exemple dans l'industrie touristique, particulièrement hôtelière à l'heure actuelle, c'est la stratégie Wave of Change de Iberostar. Donc Iberostar, chaîne moyenne qui opère en Espagne et sur les Caraïbes, principalement sur des régions côtières. Eux ont vraiment déployé une stratégie basée sur une recherche scientifique en disant voilà, notre impact c'est sur les écosystèmes côtiers. Comment est-ce qu'on va faire pour changer notre offre pour qu'elle soit en adéquation avec les limites écosystémiques côtiers? Et comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir les régénérer, ces écosystèmes? Donc concrètement, ça veut dire qu'ils ont fait des choix de couper, il n'y a plus de buffet. Il n'y a plus certains choix à leur menu parce que c'est pas en adéquation avec ce que le territoire local peut produire. Et puis ils ont des actions de régénération sur les écosystèmes côtiers. Donc on va aller replanter du corail, on va aller travailler de façon très étroite avec les instituts de recherche locaux, avec l'industrie de la pêche locale, avec les communautés locales pour voir comment est-ce que l'impact de l'hôtel peut se transformer d'un impact négatif en un impact régénératif. Donc ces deux exemples, peut-être que la marque Greet est moins ambitieuse que la stratégie de Wave of Change, mais la stratégie d'Iberostar est un exemple à prendre quand on veut vraiment repositionner l'offre et avoir un processus d'action tangible, de transformation tangible, basé sur la notion de limite écosystémique et de ce qu'on peut apporter de positif à l'écosystème local. Très intéressant. Justine, j'ai une question pour toi, parce que quand j'entends l'exemple de Fabrice que l'hôtel parle avec les pêcheurs et ça aussi parle aussi avec le monde scientifique, etc. Est-ce que toi, tu as des exemples justement de différents secteurs d'activité qui se sont mis ensemble pour développer une circularité et une transformation de leur modèle économique, même s'ils ne venaient pas forcément des mêmes mondes?
Alors oui, d'autant plus que c'est recommandé et nécessaire et on verra ça après, probablement dans les freins et les leviers d'action. Peut-être avant de répondre à la question, un point important, à retenir de ce que vient de dire Fabrice et qui complète, ce que j'évoquais avant, l'économie circulaire, c'est vraiment il faut vraiment pas voir ce nouveau paradigme comme, uniquement, de la gestion de déchets ni, comme, de la gestion de flux de ressources et j'insiste parce que les 2 exemples que donne Fabrice, c'est la preuve par l'exemple que ça va bien au-delà de ça et je pense que c'est important d'avoir ça en tête parce que la définition commune aujourd'hui qui commence à se construire, c'est, voilà, comment est-ce que je produis, toujours plus en consommant moins? Et c'est tout ce qu'on veut éviter. Et donc c'est vraiment cette notion de se reconnecter à son écosystème pour inscrire nos interactions avec les ressources naturelles, techniques, humaines et cetera, le mieux possible là-dedans, quoi. Donc c'est vraiment pas que les déchets. Et du coup, donc en gardant bien ça en tête, quelques exemples, ceux dont je sais le mieux parler, disons que c'est ceux sur lesquels on va travailler. Donc à côté de la formation, on accompagne, beaucoup d'acteurs, entrepreneurs, villes, entreprises pour les aider à intégrer ces principes, d'un point de vue stratégique. Et du coup, un exemple, c'est, le travail qu'on fait avec la ville de Paris. Donc c'est pas tout à fait des personnes qui avaient rien en commun. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aide la ville à mobiliser les acteurs du territoire, pour sortir des plastiques jetables. Donc c'est des acteurs qui ont des choses en commun dans la mesure où ils achètent, ils gèrent, ils utilisent, un matériau qui est le plastique et par ailleurs, autour d'un usage, qui est le même, à savoir, le plastique, jetable à usage unique, quoi. Mais on a des acteurs de tous les secteurs. Donc on va avoir des acteurs de la logistique, qui sont ceux qui vont utiliser, je sais pas, les grosses boîtes en polystyrène pour, déplacer, le poisson, du marché de Rungis, jusqu'au détaillant. On va avoir le Deliveroo du coin ou le livreur, qui est dans des petites boîtes individuelles, mais on va aussi avoir le restaurateur ou l'hôtelier qui va utiliser du plastique à usage unique pour faire ses mini doses, pour, les chambres et cetera. Et du coup, la ville a souhaité, donc dans le cadre de son ambition sortie des plastiques jetables, mobiliser l'ensemble de ses acteurs pour les aider avec l'économie circulaire, à trouver des alternatives au plastique jetable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les alternatives, elles se trouvent à plusieurs niveaux. Déjà, réduire tout ce qui est automatisme, et ça rejoint ce que disait Fabrice, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne fait plus et qu'on arrête de faire. Des produits qu'on vendait qu'on ne vend plus, je sais pas, certaines offres qu'on mettait en avant qu'on ne fait plus. Mais par ailleurs, c'est aussi promouvoir le vrac, promouvoir le réemploi, promouvoir aussi parfois les grands formats. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de concrètement comment ça s'applique. Et ici, ce qui est intéressant dans la mobilisation des acteurs, c'est qu'en fait, on a beaucoup de problématiques qui sont communes au secteur. Et donc finalement, on aurait tendance à penser un hôtelier n'a rien à voir avec un restaurateur. Enfin, alors si, là, pour le coup, il y a un lien, mais un hôtelier n'a rien à voir avec un logisticien. Et en fait, si, parce que finalement, les alternatives ou en tout cas les manières de les mettre en place souvent vont se rejoindre. Et peut-être un autre exemple, pour rebondir sur l'aspect des pêcheurs. Donc ça, c'est pas un projet sur lequel on a travaillé, mais qui est beaucoup cité, qui date un peu, mais qui est un projet assez illustratif et par ailleurs avec beaucoup de principes qui pourraient être repris. C'est le projet d'une entreprise, qui s'appelle Interface, qui, en tout cas sur un des projets, qui date d'il y a plusieurs années maintenant, a promu, une démarche assez intéressante qui était, le fait de donc Interface, ils fabriquent des dalles de moquette, en nylon, qui sont, pensées pour être, facilement, amovibles et facilement, collectées en fin de vie. Et ces dalles, elles sont utilisées par des entreprises pour, leurs sièges sociaux, des choses comme ça. Et en fait, Interface en intégrant, la logique des limites en fait de l'accès à la ressource, pétrole qui sert à fabriquer le nylon, et qui est particulièrement et par ailleurs nécessaire à l'énergie, a développé un partenariat, avec les pêcheurs philippins, pour collecter les filets de pêche, issus de la pêche fantôme. Donc tous les filets de pêche qui sont abandonnés, perdus, laissés, et qui tuent des animaux marins, dans les marais, quoi. Et du coup, Interface travaille avec les pêcheurs philippins, pour collecter en fait, ces filets de pêche, et les transformer du coup en nouveaux fils de nylon qui vont permettre de refabriquer des moquettes. Et donc en fait ici, hormis, qui porte le projet et cetera, en tout cas la logique ici de utiliser une ressource, qui existe,
que sont ces filets de pêche, et en plus de ça, qui ont un impact quand même très négatif parce qu'ils sont dans la mer. Donc ça, c'est un point intéressant. La deuxième chose, c'est que du coup, ils investissent en fait dans une technique qui permet de recycler du nylon et qui est transposable en fait à d'autres sources et d'autres flux. Aujourd'hui, c'est des filets de pêche, peut-être que bientôt ce sera autre chose. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont intégré ça dans une logique du coup territoriale et de partenariat avec ces acteurs. Donc disons que si on retient ces principes-là, c'est un projet qui est vraiment intéressant et qui permet d'illustrer pas mal d'aspects de l'intention, mais aussi des manières de faire de l'économie circulaire. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Fabrice, dans le secteur du tourisme, les acteurs du tourisme sont intéressés justement à changer leur modèle économique et à explorer l'économie circulaire, ou c'est encore une question qui génère plus de questions que d'actions? Alors je dirais oui et non. Il y a deux leviers, comme dans toutes les industries, qui sont très puissants. C'est le levier de la demande et l'aspect normatif. Dans l'industrie touristique, l'aspect normatif est encore très faible, mais l'évolution de la demande est assez notable, à savoir que sur les différentes cibles touristiques, profils de consommateurs touristiques, il y a une évolution notable de la demande pour plus d'offres de tourisme responsable, que ce soit de l'hébergement, du transport ou de l'expérience. Donc ça, c'est une chose. Après, la période Covid a été très intéressante pour ça. Ça a mis une pause dans l'industrie touristique et ça a forcé quelque part les opérateurs, les différents acteurs à questionner, aller plus en profondeur. Ça a donné cet espace-temps aux opérateurs pour aller questionner plus en profondeur. Ok, quel type d'industrie et quel modèle d'industrie est-ce qu'on veut? La réponse est complexe parce que ça va dépendre des secteurs. Très rapidement, les secteurs qui étaient le plus en pointe sur ces aspects soutenabilité de leurs activités, ce sont le secteur de l'événementiel, dû à la pression de leurs clients, une pression normative qui va être de plus en plus importante. Savoir que si vous êtes un fabricant de pneumatiques, vous voulez organiser un séminaire pour 2000 de vos meilleurs vendeurs chinois en Europe, maintenant, il va falloir reporter l'impact carbone. Donc, vos fournisseurs vont devoir aussi vous donner ces données-là. Donc ça, c'est un très fort accélérateur pour tout ce qui est le secteur du MICE, tout ce qui est l'événementiel. Après, le loisir, c'est différent. Même s'il y a une pression consommateur, particulièrement des consommateurs européens, asiatiques, c'est un peu plus différent, mais des consommateurs européens, la matérialisation du surcoût pour avoir un hébergement soutenable, durable ou un transport durable, si 80%, je crois que une bonne étude qui était sortie de la part de Booking, voilà, sur ça, et 80% de leurs consommateurs souhaitaient des produits plus durables. Par contre, on n'avait que 10% qui étaient prêts à payer plus. Donc on a cette dichotomie entre la perception du tourisme comme un droit, le consommateur particulièrement occidental voit le tourisme beaucoup comme c'est quasiment un droit de voyager, de consommer du tourisme, et puis la réalité que consommer un tourisme soutenable en allant vers le régénératif, ça a un coût, et il y a également une notion de limite. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour les acteurs du tourisme parce qu'on vient questionner la raison d'être même de leurs activités. Et juste pour finir, je rajouterais, c'est pas trop l'industrie touristique en elle-même, c'est beaucoup l'aspect financier derrière. Les PDG de très grands groupes ont certainement des intentions très très louables. Il y a une pression financière qui n'est peut-être pas forcément alignée en termes de retour sur investissement financier. Donc on a cette situation à l'heure actuelle où les choses bougent, la demande bouge vers ça, mais les acteurs sont en train d'essayer d'évaluer, de chercher des modèles qui pourraient potentiellement aller vers de la soutenabilité, de la circularité, de la régénération, mais qui marchent également pour leurs autres parties prenantes majeures, qui sont leurs financiers. Donc c'est un point important quand on parle de cette approche de transformation. Et peut-être, en élément complémentaire, je pense que oui, Fabrice sait ça mieux que moi sur la demande et il l'a très bien expliqué. Je pense qu'il y a aussi l'élément qui rentre en compte, qui est quel est le type de structure du tourisme. En fait, je vais donner un exemple très concret. Enfin, alors pas forcément sur la volonté d'y aller, mais plus sur quelle est ma facilité en fait à aller vers l'économie circulaire et à mettre en place des choses. Je vais donner un exemple
un exemple tout bête, c'est qu'en fait, l'économie circulaire, la majeure partie des levées d'actions vont se passer dans une phase de conception, c'est-à-dire un moment où on fait un cahier des charges, un moment où on définit soit une offre, soit des règles, etc. Et quand quelque chose est en place, ça va être très difficile de rajouter de l'économie circulaire. Donc finalement, les acteurs qui en font la demande et pour qui ce sera le plus facile d'agir, c'est ceux qui ont la main sur la conception, soit de l'établissement, soit de l'expérience touristique, etc. Et en fait, un exemple qui illustre bien ça, toujours sur ce sujet des plastiques à usage unique, quand il a été question d'identifier les acteurs du tourisme les plus faciles à mobiliser, donc on a des hôteliers indépendants, par exemple, et ceux pour qui aujourd'hui, ça peut être plus difficile pour une question d'échelle et justement de main sur la conception. C'est par exemple des grandes chaînes hôtelières. Je vais donner un exemple, c'est la bouteille de bienvenue qu'on met dans les chambres, donc que tu dois bien identifier, François. Et finalement, ça c'est dans le cahier des charges. Donc c'est-à-dire que si tu veux être hôtel de telle marque, il faut que dans ton cahier des charges, enfin le cahier des charges stipule qu'il faut que tu aies cette fameuse bouteille de bienvenue. Et donc quand nous on va voir l'hôtel parisien de cette chaîne et qu'on lui dit on vous propose de mettre en place des barres à eau pour éviter l'eau, il dit bah ouais mais du coup moi je peux pas parce que c'est dans le cahier des charges. Donc en fait là, on n'a pas d'autre choix que d'aller voir le super gérant de la chaîne à qui on dira il faut repenser ton cahier des charges. Donc en fait, ça c'est un point aussi intéressant, c'est-à-dire que selon où je me situe dans la chaîne de valeur du tourisme et aussi surtout de quelle organisation je dépends, ou est-ce que j'ai la main sur la conception, on mobilisera pas du tout les acteurs de la même manière. Et du coup, cet acteur-là qui est hôtelier d'une grande chaîne n'aura peut-être pas la main sur le cahier des charges, donc il sera obligé de mettre cette bouteille. Il peut faire, lui, son travail pour essayer de convaincre d'un point de vue du siège qu'on peut changer le cahier des charges. Mais du coup, il devra peut-être mettre en place autre chose. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point important. Je pense quelle est la structure, la taille et aussi surtout quelle est la main qu'on a sur la conception. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que j'ai l'impression que les hôtels indépendants bougent beaucoup plus vite que les grandes chaînes. Et l'explication que tu donnes est tout à fait pertinente parce que non seulement il y a le cahier des charges pour avoir l'enseigne XYZ, mais il y a aussi le propriétaire. Donc il y a dans certains cas un acteur supplémentaire et qui lui aussi est peut-être dans une logique financière et se dit bah voilà je veux cette rentabilité parce que j'ai des pressions financières derrière moi et que je dois les honorer, ce qui n'est pas évident. Donc c'est vraiment comment asseoir l'opérateur, sa compagnie, le propriétaire pour aligner justement et s'aligner par rapport à une philosophie, à une vision de l'entreprise qu'il souhaite donner dans le futur. Aujourd'hui, à ton avis, à part l'aspect financier, est-ce qu'il y a d'autres freins? Alors oui, je pense qu'il y a d'autres freins. Enfin, là, un frein évident en lien avec ce que tu dis, c'est la question de la standardisation. Enfin, je vois un autre point. C'est-à-dire que la grande chaîne, non seulement il y a ce que tu évoques avec le propriétaire et le cahier des charges, mais il y a aussi le fait que, de la même manière que ce sera le cas pour Starbucks, en fait, dans tous les hôtels Ibis ou Hilton du monde, c'est la même expérience. Je sais ce que je vais trouver dans les chambres. Et chez Starbucks, c'est pareil. C'est-à-dire que le Starbucks de la 5e avenue ou le Starbucks des Champs-Élysées ou de la petite rue d'une ville de 5000 habitants, c'est la même chose, la même expérience, les mêmes produits. Donc en fait, déjà, je pense que la quête de la standardisation qui souvent s'explique donc par une question évidemment d'image, de captation de clients voilà, parce que je sais ce que j'y trouve, donc ça rassure les clients. Il y a aussi souvent une recherche de maximisation, parce qu'économie d'échelle, parce que négociation, parce que tout ça. Et ça, je pense que c'est un des freins majeurs, c'est-à-dire que je sais que nous, un de nos partis pris, ou en tout cas, quand on se confronte à ce frein-là, qui est un client qui cherche la solution miracle à étendre dans ses 25 succursales ou ses 25 pays ou j'en sais rien, on lui dira en fait c'est pas possible parce que l'économie circulaire, comme l'a très bien expliqué Fabrice, même si on a une intention, un modèle économique qui est semblablement le même, on s'intègre dans une logique d'optimisation de ressources et du coup c'est ancré sur un territoire et un écosystème donné. Donc je pense que le premier frein, c'est cette recherche absolue d'un truc standard qui puisse s'appliquer de la même manière, avec les mêmes produits, avec les mêmes ressources, partout dans le monde, quoi. Ou alors partout sur les territoires, même dans un seul pays.
Donc ça, je dirais que c'est une des contraintes. Et ma recommandation, là-dessus pour les acteurs, ce serait d'avoir une approche un petit peu plus, je dis pas au cas par cas, l'idée c'est pas que ce soit chronophage, mais un petit peu plus ancré, dans son écosystème. Et un deuxième frein, et après je pourrais laisser donner la parole à Fabrice, parce que je pense qu'il doit en identifier aussi plein d'autres. C'est ce fameux frein de la compétition et de, en fait, l'économie circulaire, vu qu'en plus on est dans une logique d'optimisation, ça nécessite du partage, ça nécessite de s'ouvrir aux autres acteurs, aux autres industries, à ses voisins, de voir ce qu'il y a à côté. Donc en fait, finalement ça nécessite de faire ensemble, de réfléchir ensemble aussi, parce qu'on va être sur au final des projets qui vont créer de l'intérêt pour plein d'acteurs, quoi. Et en fait, on va pas essayer de créer une valeur unique pour un acteur, mais on va essayer à travers, enfin, si on reprend l'exemple des pêcheurs, à travers cette expérience, ça va peut-être créer de l'emploi, ça va peut-être aussi permettre de participer à l'éducation d'une population sur l'enjeu qui est, je sais pas, si je reprends l'exemple d'interface les filets, ça peut permettre aussi de créer une valeur additionnelle pour les visiteurs, les utilisateurs, ça va créer une valeur pour mes salariés. Et donc en fait, tout ça nécessite cette logique de création de valeur partagée, de coopérer, de faire ensemble. Et le frein aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises ou de collectivités ou d'individus qui sont pas prêts à ça. Donc c'est avant tout un frein humain, plus qu'un frein. Il y a aussi des freins structurels, mais les freins structurels, en général, ont été créés par des humains. Donc, je dirais que c'est un frein. Donc voilà. Juste pour compléter sur ce que vient de dire Justine, il y a un autre frein plus pratico-pratique, j'ai envie de dire, qui est l'aspect normatif. Dans le normatif, je vais englober beaucoup de choses. Si on parle de ressources, il y a un problème sur la taxation des matières vierges aux matières de seconde vie, qui est un gros frein pour permettre justement la réutilisation de matériaux qui ont été réparés, upcyclés, remanufacturés. Quand le prix d'une matière première est moins cher que la même matière première, mais qui a déjà 2 cycles, il y a un problème de taxation massive ici. C'est la même chose avec, on peut élargir ça à une taxe carbone au niveau de l'extraction. Il y a un aspect aussi, normatif sur le prix des matières premières, qui viennent pour ces acteurs, par exemple les acteurs hôteliers comme Grit, qui viendraient dire nous on va venir construire un hôtel dans quelques années qui va être net zéro positif. Quel avantage fiscal est-ce que eux vont avoir par rapport à ça? Au jour d'aujourd'hui, il y en a pas. Enfin, il y en a peu par rapport aux enjeux et aux besoins de changement d'échelle pour que l'industrie entière passe vers cette démarche. Et puis l'autre frein, pour compléter ce que vient de dire Justice, c'est vraiment la formation et la compréhension du sujet. Il est notable de voir ce qui a été fait au niveau des CRT, des DMC, particulièrement européennes, qui a été très bien poussé par European Cities Marketing et puis l'agence Groupe Now pendant les 2 ans de Covid, sur comment repenser c'est quoi le rôle d'un CRT, le rôle d'une Destination Management Organization, c'est quoi? Est-ce que c'est d'amener le plus de touristes possible, ou est-ce que c'est de sensibiliser les acteurs du territoire non touristique sur le sens même de leur activité touristique? Comment est-ce qu'ils contribuent au territoire? Et c'est vraiment quelque chose qui est très puissant. Si on forme les acteurs, que ce soit les acteurs privés, les acteurs publics, aux enjeux, les enjeux, tout le monde les comprend, mais il faut être formé. Donc on est dans un point de basculement, encore plus avec l'été qu'on vient de passer en Europe et à travers le monde, où il y a une prise de conscience qui se fait alors que l'offre de formation sur ces enjeux est vraiment peu développée. Donc je dirais que ce frein, c'est vraiment quelque chose de très important. On parle de transformation d'un hôtelier. C'est ce qu'a fait aussi Berostar avec Wave of Change, c'est vraiment d'impliquer l'ensemble des parties prenantes internes et externes. Donc leur chaîne logistique, les collectivités locales dans lesquelles ils opèrent. C'est de dire, OK, on a une activité touristique qui contribue économiquement, qui a un impact. Voilà les enjeux. Ceux qui sont pas formés peuvent se former, prendre conscience des enjeux. Et à partir du moment où on fait ça, les choses vont beaucoup plus vite. Comme l'a dit très justement Justine, que ça soit les normes ou les règles, sont faites par des humains.
Et si on change le cadre, et si on change la vision de ce que doit être une activité touristique, quel est l'objectif de l'activité touristique? Est-ce que c'est de donner à disposition un produit à consommer, venir consommer son mode de vie en tout inclusif avec mettons au bord de la piscine, je sais pas, ou est-ce que c'est vivre une expérience, expérimenter, contribuer positivement? Donc c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais cette prise de conscience, cette formation, que ce soit des clients, des opérateurs et des parties prenantes qui gravitent autour des opérations d'un hôtel, d'un transporteur, d'un tour opérateur, pour moi c'est vraiment le frein qu'on doit dépasser. Et peut-être pour compléter avec ce qu'a dit Fabrice, je pense que le dernier frein, mais on va s'arrêter là parce que il y a plein aussi de leviers et d'opportunités à saisir, hein. Le dernier frein, c'est les outils et les prismes de réflexion qu'on utilise. Enfin, je pense que le prisme de pensée, enfin Fabrice l'évoquait, mais c'est aussi quels outils on utilise et nous on l'expérimente tous les jours. C'est-à-dire que rien que sur la notion de modèle économique, quand on conçoit son modèle économique en utilisant des outils, des indicateurs qui s'inscrivent encore dans l'économie linéaire, c'est-à-dire qui consiste à voir combien on a de ressources, combien ça coûte, qu'est-ce qui fait qu'on est le plus profitable et qu'on n'intègre pas la logique d'impact, qu'on n'intègre pas la logique de fin de vie, qu'on n'intègre pas la logique de système. Et ben forcément, qui que ce soit, même si l'intention est bonne, en utilisant ces outils-là dans l'étape de conception, l'étape de suivi, etc., en fait, on en revient à des résultats qui sont des résultats linéaires et pas du tout inclusifs, quoi. Donc en fait, je pense que c'est aussi changer les outils qu'on utilise, les outils de mesure évidemment en font partie, mais les outils de conception et de mobilisation. Et je sais que chez Circulab, c'est quelque chose qu'on fait et en fait qu'on a voulu faire dès le début, parce qu'on s'est tout de suite rendu compte que si on mettait pas les bons outils et qu'on les mettait pas à disposition des professionnels, on a beau les former, etc. Enfin derrière, si les outils sont pas disponibles, c'est difficile. Donc par exemple, on a conçu des serious games, donc des jeux, des méthodes qui permettent de mobiliser les acteurs autour d'une table pour, par exemple, co-concevoir des offres d'écotourisme. On a aussi conçu un outil pour concevoir un modèle économique d'une expérience, d'un hôtel ou peu importe, en intégrant cette logique d'impact et de fin de vie. Et finalement, ces outils-là, ça permet de contourner ou en tout cas d'éviter ce frein qui est avoir une bonne intention, mais les mauvais outils derrière, quoi. Vraiment, là, ça percute pas mal tout ce que vous dites. Et donc, si je suis dirigeant aujourd'hui d'une entreprise dans le tourisme, si j'ai bien compris, déjà, pour passer à l'action, il faut déjà que je me questionne et que j'essaye de redéfinir le sens de mon activité par rapport à mon territoire, hein, en lien avec mon territoire. La deuxième chose, c'est que je questionne vraiment en profondeur mes impacts. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour passer à l'action? Parce que, qu'on soit clair, de changer de modèle économique, ça se fait pas à coup de baguette magique. Donc, ça veut dire que c'est une transformation qui doit être profonde, sincère et partagée. Je rajouterai une étape avant, je te laisserai compléter Justine après, je rajouterai une étape qui est de prendre conscience des enjeux. Ouais. Tout ce qu'on en est, des fois on sous-estime nos capacités cognitives, mais on est tous capables maintenant en se formant et heureusement l'offre est de plus en plus accessible. Quels sont les enjeux? Une fois qu'on comprend les enjeux, les choses vont plus vite. Questionner sa place dans le territoire, quand on comprend la notion de limite écosystémique, hein, on a un budget carbone, faut pas le dépasser. Une fois qu'on a compris ça, quelque part, le reste des étapes va beaucoup plus vite. Pour répondre à ta question sur comment est-ce qu'on fait concrètement, il faut vraiment dépasser le modèle, et ça c'est compliqué, de compétition pour aller vers de la co-création de valeur. Et la valeur, elle va pas être qu'économique, la valeur, ça va être de la valeur de résilience. C'est super si j'ai un hôtel qui est très performant, mais si à la moindre inondation, mon premium d'assurance, il prend 250%, mon hôtel, il va pas faire longtemps. Même si j'ai un deal de management qui dure 5 ans, et il me reste encore 3 ans sur mon deal. Donc ça, il faut repenser, essayer de penser en système. Alors c'est plus compliqué à dire qu'à faire, mais ça s'apprend, tout le monde peut le faire. Mais penser pas seulement la valeur, le ROI économique, mais le ROI naturel, le ROI de résilience également. Donc ça, c'est des choses qu'il faut penser, co-créer, coopérer.
Donc, c'est changer de posture. Ouais, changer de posture. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, Hein. changer de posture. Et je pense qu'il y a un autre point aussi et qui devra rassurer, enfin vous, acteurs, gérants, c'est cette logique de prendre conscience de ce qu'on a à disposition. Parce que c'est-à-dire que vous avez des choses, vous avez des compétences, des savoir-faire, vous avez de la ressource technique, matérielle, vous avez de la connaissance aussi, enfin, et toutes ces choses, enfin, l'économie circulaire a pour objectif d'optimiser ce qui est disponible, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi cette logique, ok, comprendre ses impacts, mais l'idée, c'est pas d'en faire une démarche culpabilisante voilà, où on essaie juste de réduire, mais c'est vraiment aussi de voir qu'est-ce qu'on a à disposition et comment faire mieux finalement avec tout ce que vous avez déjà. Et typiquement, un hôtel disponible qui, je sais pas, sur une période de l'année tourne beaucoup moins ou à certains temps de la journée tourne beaucoup moins, peut-être qu'en optimisant cet espace disponible, peut-être pas tout, mais une pièce ou j'en sais rien, enfin c'est ce qu'on fait dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a certaines pièces, je sais pas, qui seront ouvertes à d'autres services, à d'autres personnes, à d'autres moments de la journée. Donc voilà, c'est aussi comprendre, peut-être le dernier conseil et les choses à faire, comprendre ce que vous avez à disposition de manière qualitative pour essayer de tirer les fils, pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux ou avec ces choses-là qui vous permettra d'avoir des nouveaux revenus, mais aussi du coup peut-être de proposer, de vous adresser à de nouveaux bénéficiaires, de proposer de nouveaux services qui s'intégreront positivement du coup sur le territoire. C'est recréer du lien C'est avec ces aussi, parties prenantes. ouais, c'est recréer du lien avec ces parties prenantes complètement. Et en fait, ce qui est génial avec cette démarche, et moi c'est ça que j'adore dans l'économie circulaire, c'est qu'en fait, aussi dans l'approche qualitative par laquelle nous on l'approche, c'est que c'est permettre aussi à, enfin, se rendre compte que l'activité économique peut avoir des impacts positifs, quoi. Et en fait, on peut tous ces termes d'entreprise contributive, entreprise à mission, peu importe le mot qu'on met derrière, enfin, c'est vraiment en fait, t'es bien plus fier. Enfin, qui a envie de créer de l'impact négatif? Personne. Donc en fait, on comprend, enfin, qu'il y ait des doutes ou des peurs ou à se lancer parce que j'ai pas envie que voilà, que ça se passe mal, j'ai pas envie de faire faillite, j'ai pas envie de virer des gens, j'ai pas envie. Mais en fait, ce qui est génial avec cette démarche, c'est qu'a priori, le résultat, il est positif et c'est je recrée de la valeur avec ce que j'ai et je contribue en fait positivement à ma chaîne, à tout ça. Donc c'est recréer du lien aussi avec la valeur que moi je souhaite apporter, quoi, et Et, avec nous-mêmes. et, et on ne parle pas forcément de valeur purement financière, mais on parle de valeur économique, sociale, environnementale. Et Ouais, donc, tout à fait. on va vers quelque chose de beaucoup plus grand. Exactement, exactement. Et Hein. ça veut pas dire que ton truc tournera pas et sera pas rentable. Ça veut juste Ben, dire que ce sera pas que ça, en fait. peut-être que si on reste focalisé seulement sur la valeur économique, la résilience ou la pérennité de l'entreprise peut être confrontée. Alors que si on implique justement tous ces éléments-là, Mmh. à ce moment-là, on se permet d'avoir beaucoup plus de résilience Ouais, par rapport aux différents enjeux. ouais, ouais. Exactement. Et puis voilà, et on peut pas faire, enfin voilà, on peut pas faire tout seul. Donc en fait, et aussi pour ce que tu évoquais François, ça peut pas se faire, on peut pas changer tout le modèle économique d'un coup. Donc c'est pour ça, enfin en fait, quand nous on travaille avec un territoire pour co-concevoir des offres d'écotourisme, enfin en fait tout le monde y trouve son compte, quoi. Le territoire, l'hôtelier parce qu'en fait on a fait avec lui et qu'il a une demande quasiment et un prescripteur qui est déjà là, qui est la collectivité. Voilà, donc pour lever ses freins, c'est aussi ne pas faire tout seul. Et ouais, enfin, ce qu'a dit Fabrice déjà. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux pour cet échange très enrichissant. Merci à toi. Euh, je vais mettre dans la bio les détails de Circulab, comment vous contacter, etc. pour tout acteur qui souhaite s'engager dans cette démarche. Et j'espère qu'ils seront nombreux parce qu'on a besoin vraiment de bouger maintenant et de passer à l'action et de le faire ensemble. Donc, merci à vous deux. Merci François pour cette opportunité. Et puis n'hésite pas aussi à mettre les super papiers qu'a écrit Fabrice, très enrichissant sur le sujet avec plein d'exemples. Ça a déjà été fait, j'en ai déjà mis un en lien. Ah, Et donc voilà, sur la page Parfait. expérientielle sur LinkedIn. génial. Et Fabrice, n'hésite pas, décidément aujourd'hui je bégaye pas mal, de la fatigue accumulée,
Fabrice, n'hésite pas à me communiquer ça et je me ferai un plaisir d'être un relais. Ça va, super, merci François. Un grand merci. Bonne journée et belle semaine à vous deux. À bientôt. Bonne journée. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.